Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition Place au titre. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, président de l'Union africaine, passe en revue devant le sommet de l'Union sur le climat les efforts consentis ces dernières années par notre pays en vue de faire face aux défis du changement climatique. La ministre secrétaire générale du gouvernement préside une réunion avec les secrétaires généraux relatifs à l'application de nouveaux horaires de travail. Notre pays s'apprête à abriter demain les assises des parlementaires de l'Afrique du Nord et du Centre. Merci de nous accueillir chez vous, mais avant le développement de ce titre, nous ouvrons ce journal par ce message de félicitations adressé par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au président bissau-guinéen José Mario Vaz à l'occasion de la fête nationale de son pays. Ouverture aujourd'hui à New York des travaux du sommet de l'ONU sur le climat. Une rencontre à laquelle prend part le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement représentant plus de 120 pays. L'ouverture du sommet a été l'occasion pour le président de la République de souligner que cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des dangers liés au changement climatique. Mohamed Lamine Bakar. Le sommet de l'ONU sur le climat auquel prend part le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, président de l'Union africaine, aux côtés de plusieurs dirigeants du monde, vise à donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. L'objectif de telles négociations est de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Il est attendu de ce sommet que les participants annoncent des engagements qui faciliteront un accord contraignant à la conférence internationale de Paris fin 2015. L'ouverture du sommet a été marquée par un discours du président de la République. Il m'est agréable de féliciter leur Excellence, M. François Hollande et M. Ollanta Humala pour la coprésidence de notre actuel sommet sur lequel tous les peuples du monde fondent de grands espoirs pour faire face aux dangers des changements climatiques et garantir à l'humanité un avenir radieux. Je voudrais également remercier vivement son Excellence, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour son initiative de tenir ce sommet et pour ses efforts inlassables en faveur de la protection de l'environnement et d'une meilleure prise de conscience internationale sur les graves dangers que font peser les changements climatiques sur le présent et l'avenir de la vie sur notre planète. La tenue de ce sommet intervient dans un contexte marqué par une aggravation des effets des changements climatiques qui se produisent avec un rythme inquiétant et qui se manifeste notamment par une détérioration de la couche d'ozone, une augmentation sans précédent de la température en plus des inondations, de l'élévation du niveau de la mer, du déclin de la biodiversité et de la propagation des maladies contagieuses à travers le monde. Il en résulte des impacts négatifs sur la santé, la sécurité alimentaire, le développement économique. Le sommet constitue pour les dirigeants du monde une précieuse opportunité pour examiner les différents défis environnementaux et prendre des décisions appropriées pour faire face aux dangers consécutifs au changement climatique qui menace le monde. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs, si les changements climatiques sont un phénomène global qui n'épargne aucune région du monde, les pays africains dont la majorité des populations vit essentiellement des ressources naturelles, particulièrement de l'agriculture, l'élevage et la pêche, sont les plus touchés par les effets de ces changements climatiques. 36 États africains figurent parmi les 50 pays du monde les plus affectés par ce phénomène. Les bouleversements climatiques, la dégradation des terres, la régression de la biodiversité, la pollution marine et l'augmentation des déchets sont autant de facteurs qui menacent le continent africain et entravent son développement. De même, la désertification, la sécheresse et la baisse des cours d'eau détruisent chaque année de grandes parties des terres arables en Afrique, de manière générale et des pays sahéliens en particulier. Ces facteurs hypothèquent aussi les efforts entrepris en faveur du développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage en vue de réaliser l'autosuffisance alimentaire. Les effets des changements climatiques ne se limitent pas à ce stade, ils influent aussi sur les conditions de vie des populations africaines en occasionnant des pertes économiques considérables pour les pays du continent, et ce au moment où la responsabilité de ces pays dans l'émission des gaz à effet de serre reste très limitée. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs,
Convaincus du danger que représente le changement climatique pour le présent et l'avenir de leur pays et conscients de leurs responsabilités dans ce domaine, les États africains réaffirment leur ferme détermination à honorer leurs engagements issus de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et du plan d'action de Johannesburg pour le développement durable ainsi que du document final de la conférence de Rio +20 et du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. C'est ainsi que les États africains ont œuvré à la mise en œuvre de l'ensemble des initiatives relatives au changement climatique, à l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. Ils ont intégré les stratégies d'adaptation au changement climatique dans leur politique nationale de développement, tout comme ils ont adopté une position africaine commune sur l'agenda de développement post-2015-2063 arrêté lors du dernier sommet de Malabo. Au moment où nous renouvelons au niveau de l'Union africaine notre détermination à œuvrer à faire face de façon efficace aux dangers du changement climatique, nous appelons tous les pays, en particulier les plus développés, à réduire les émissions de gaz à effet de serre au respect de leurs engagements en matière de mobilisation des financements nécessaires en faveur du Fonds vert sur l'environnement, du transfert des technologies respectueuses de l'environnement et de la contribution au développement des capacités de prévention et de réaction aux catastrophes pour en limiter les conséquences néfastes pour les populations, en particulier les franges qui vivent dans des conditions économiques précaires. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs, les préoccupations de la République islamique de Mauritanie et les aspirations africaines en matière de lutte contre les effets des changements climatiques se recoupent parfaitement bien. Le climat saharien qui couvre les 3/4 du territoire mauritanien et les facteurs de la sécheresse et de la désertification grandissante rendent la Mauritanie très vulnérable au changement climatique qui représente une réelle menace pour le développement du pays. C'est pourquoi le gouvernement mauritanien a placé la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification au centre de ses préoccupations en introduisant le principe de la gouvernance environnementale dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté qui constitue la référence principale des politiques économiques et sociales de l'État à moyen et long terme. La consécration du principe de la gouvernance environnementale s'est renforcée pour englober de nombreux domaines vitaux, dont principalement la maîtrise de l'énergie, la protection de la biodiversité et la lutte contre la désertification. Les politiques d'incitation et de promotion des énergies alternatives ont permis à la Mauritanie de figurer au premier rang des pays africains producteurs des énergies renouvelables, tirant ainsi profit de sa position géographique qui lui confère un niveau de rayonnement solaire élevé. S'agissant de la biodiversité, les autorités mauritaniennes ont assuré la protection des espèces végétales, animales menacées de disparition, tout comme elles ont préservé le littoral qui s'étend sur 750 km de long de l'océan Atlantique. C'est ainsi qu'elles ont institué les 2 réserves naturelles protégées d'intérêt mondial, le parc du Banderguin et celui de Djaouling. Ces 2 réserves constituent une destination privilégiée pour des milliers d'oiseaux migrateurs et d'un grand nombre d'espèces diverses marines et continentales. La Mauritanie, qui entreprend des efforts nationaux appréciables dans le domaine de la plantation des arbres et de la protection des villes contre l'ensablement, héberge aussi le siège de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui vise, outre son rôle de barrière à l'avancée de la désertification et de l'ensablement, l'accroissement des superficies boisées pour participer à la création de puits de carbone et d'aider ainsi à augmenter le potentiel de séquestration dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce projet de muraille verte, qui s'étend sur 11 pays africains, du Sénégal à Djibouti, est donc d'une importance capitale et sa réussite aura un impact largement positif sur l'environnement et des retombées économiques considérables pour les populations des pays concernés. C'est pourquoi la mobilisation des partenaires de l'Afrique pour soutenir ce projet est nécessaire. La réussite de l'ensemble des stratégies nationales et régionales requiert d'énormes investissements et financements que les pays africains ne sauraient mobiliser sans l'appui des pays industrialisés qui disposent de la technologie et de l'expertise nécessaires. Messieurs les Présidents, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que ce sommet nous permettra de franchir une étape décisive dans la mobilisation en faveur de la conclusion en 2015 à Paris d'un accord historique accepté par tous les pays en vue de faire face aux effets des changements climatiques. Cet accord est indispensable. Nous avons tous la responsabilité d'aboutir à cet accord sur l'objectif que la communauté internationale s'est fixé de contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Oui, nous le pouvons et je profite de cette tribune pour lancer un appel pressant en direction du Fonds pour l'adaptation créé en vertu du protocole de Kyoto pour venir en aide aux pays africains partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
particulièrement exposés aux effets néfastes du dérèglement climatique afin de leur permettre de supporter les coûts de l'adaptation et de développer une réelle capacité de résilience à la variabilité croissante du climat. Enfin, je ne saurais terminer sans souhaiter plein succès aux travaux de notre sommet. Je vous remercie. En marge du sommet, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de l'Union africaine, a eu des entretiens avec José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. L'entrevue a été l'occasion de passer en revue les différents volets de la coopération entre notre pays et l'Union européenne et les moyens susceptibles de les développer davantage. Ici à Nouakchott, la ministre secrétaire générale du gouvernement a présidé ce matin la réunion périodique des secrétaires généraux des départements. 2 points étaient à l'ordre du jour. Le premier sur les mesures qu'il convient de prendre pour l'application du nouvel horaire de travail qui doit être en vigueur à partir du 1er octobre prochain. Dans ce cadre, il a été convenu de mener une mobilisation complète pour relever les performances des travailleurs et de l'administration conformément à l'esprit des nouveaux changements et réfléchir sur les mesures d'accompagnement afin de garantir le succès de la nouvelle expérience. Le second point a porté sur les voies et moyens permettant de mettre en œuvre les nouvelles recommandations du gouvernement. Demain se tiendra au Palais des Congrès la rencontre des parlementaires de l'Afrique du Nord et du Centre. Ce rendez-vous de Nouakchott sera consacré à la promotion et à l'appropriation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que des instruments sur les valeurs partagées. Déjà, les préparatifs vont bon train, comme l'a constaté notre reporter Moussa Ndiaye. La commission d'organisation de la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'approbation des instruments juridiques de l'Union africaine poursuit ses contacts avec les différents acteurs pour faire de cet événement de Nouakchott l'un des événements les plus réussis en Mauritanie durant cette année en cours. Participent à cette rencontre les parlementaires de l'Afrique du Nord et du Centre. La rencontre vise à sensibiliser les décideurs politiques, la société civile et les médias sur l'approbation du traité de l'Union africaine en vue de leur ratification. En prenant toutes les dispositions nécessaires, les différentes équipes impliquées de près ou de loin dans l'organisation de cette rencontre de Nouakchott, prévue du 24 au 26 septembre 2014, ne ménagent aucun effort pour permettre à tous les participants de réussir leurs travaux. Démarrage aujourd'hui à l'initiative de l'ICESCO d'un atelier sur la mise en place d'une stratégie nationale sur la réduction des dangers liés aux catastrophes naturelles. 2 jours durant, les participants débattront des grands axes du projet de cette stratégie. Abdullah Damaba. Notre environnement fait l'objet de plusieurs attaques. Il subit les effets négatifs liés au changement climatique, ce qui se répercute sur notre cadre de vie qui subit les assauts répétés de la pollution dont l'action de l'homme n'est pas étrangère, ce qui se manifeste par des inondations et un dérèglement climatique. La plupart des études menées révèlent l'impact grandissant du changement climatique. C'est dans ce contexte qu'a été organisé un atelier pour la mise en place d'une stratégie nationale dont l'objectif est de réduire les risques des catastrophes naturelles. Au cours de ces rencontres, les voies et moyens en vue de réduire les risques des catastrophes naturelles seront passés au peigne fin. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, Dr Ismaël Ould Chouaïbou, a de prime abord campé le décor. Il est revenu sur les aspects majeurs liés à cette problématique avant d'inviter les participants à cet atelier à discuter afin d'avoir des résultats probants. Il a en outre ajouté que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, travaille en vue de mettre en œuvre le plan 2013-2015 de l'ICESCO, en vue d'alléger les répercussions des catastrophes naturelles. Par la suite, Dr Hissam Zeyn,
représentant de l'ISESCO, est revenu sur les précédentes rencontres qui ont eu lieu en 2012 et 2013. Il a invité les participants, experts et autres acteurs à approfondir les débats. Cet atelier de 2 jours a été lancé en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Destination à présent notre capitale économique Nouadhibou qui a abrité ce matin une cérémonie de distribution des produits alimentaires au profit des orphelins. Il s'agit d'une action menée en collaboration entre le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et la fondation SNIM. Babacar Diaye. Aider les classes sociales les plus nécessiteuses, c'est le sens de cette aide alimentaire octroyée conjointement par la Coordination régionale des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et la Fondation SNIM au profit de 90 orphelins. La cérémonie de remise de ces produits alimentaires a constitué une occasion propice pour les autorités administratives de Nouadhibou pour louer ce soutien qui rentre dans le cadre des efforts déployés par les hautes autorités du pays afin d'alléger les souffrances des pauvres et de soutenir les classes sociales les plus démunies. Les bénéficiaires ont apprécié ce soutien qui répond à leurs besoins nécessaires. Cette femme qui dirige un centre qui accueille des orphelins se réjouit d'avoir reçu cette aide qui, dit-elle, sera bénéfique aux bénéficiaires. Cette veuve mère d'un orphelin remercie vivement les autorités et la Fondation SNIM pour cette aide alimentaire. L'opération de distribution de ces produits alimentaires est confiée à des organismes œuvrant dans le domaine de l'humanitaire. Cette aide rentre dans le cadre d'un programme multidimensionnel mené par la Coordination des affaires sociales de l'enfance et de la famille en collaboration avec la Fondation SNIM. Ce programme cible essentiellement les franges sociales les plus fragiles. Retour à Nouakchott et précisément à Toujinine, dont le siège de la commune a abrité hier soir une activité de sensibilisation relative à l'exécution de la seconde phase du programme de la bonne gouvernance. L'action, organisée par l'association Espace Culturel en collaboration avec la coopération allemande, a été émaillée des séquences sur la conscientisation de l'opinion publique sur les comportements néfastes pour le développement tels que la corruption. Et nous clôturons ce journal par ce coup de projecteur sur l'agriculture irriguée et les barrages, ainsi que son impact sur le citoyen en milieu rural et périurbain. Les dernières années, le secteur a vu la réalisation de barrages et de clôtures de grandes superficies agricoles. Plus de précisions avec Bokar Bey là-bas. Le ministère du Développement rural planche depuis 2010 sur la mise en œuvre d'un programme d'aménagement hydro-agricole. Objectif, augmenter les surfaces cultivables. Cela suppose la réalisation de barrages et digues de retenue d'eau, quelques 40 grands et moyens barrages englobant 2000 hectares pour les cultures de décrue et derrière barrages et plus de 700 digues couvrant plus de 10 000 hectares. Tout cela consiste à stimuler les cultures sous pluie à travers des retenues d'eau. Il faut dire qu'il y a 3 types de retenues d'eau. Il y a les grands barrages, les moyens barrages et les petits barrages, ce qu'on appelle les digues-diguettes. Pour les digues-diguettes, on en fait chaque année, pratiquement. Cette année, par exemple, 2014, nous avons réalisé plus de 450 retenues d'eau, digues-diguettes. C'est des digues paysannes qui sont bien sûr inondées chaque année quand il y a de grosses pluies, parce que vous savez qu'en Mauritanie, le système pluvial, c'est des pluies torrentielles, c'est des pluies très fortes à courte durée. Donc vraiment, les digues-diguettes, elles sont emportées chaque année. Mais l'importance de ces digues-diguettes qui sont destinées à des paysans pauvres et individuels sont des petites retenues. S'il y a une bonne pluviométrie, le problème ne se pose pas. Les zones seront suffisamment inondées et on peut cultiver. Mais s'il y a de très faibles précipitations, cette petite diguette va retenir de l'eau et le paysan pourra l'exploiter sans problème. L'agriculture, c'est aussi une question de protection.
Sur ce plan, toutes les mesures ont été déjà prises. La direction aussi intervient dans le domaine de la protection des zones agricoles. Nous faisons chaque année un programme annuel de protection des cultures contre la dévégation des animaux par des clôtures en grillage ou en barbelé. Nous avons jusqu'à aujourd'hui réalisé depuis 2010 nous avons protégé 70 000 hectares. C'est qu'on a dépassé les prévisions du gouvernement qui étaient de 60 000 hectares. L'ensemble de ces infrastructures agricoles ont pour effet d'augmenter la production agricole en quantité et en qualité pour réaliser l'autosuffisance alimentaire en matière céréalière. Ceci met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, président de l'Union africaine, passe en revue devant le sommet de l'ONU sur le climat les efforts consentis ces dernières années par notre pays en vue de faire face aux défis du changement et du réchauffement climatique. La ministre secrétaire générale du gouvernement préside une réunion avec les secrétaires généraux relatifs à l'application des nouveaux horaires de travail. Notre pays s'apprête à abriter demain les assises des parlementaires de l'Afrique du Nord et du Centre. Merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain soir et vous serez en compagnie de Houria Mentmoula Idriss. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.